Tu donnes tout de toi. Et pourtant, tu te sens vide. Tu as ouvert ton cœur, montré chaque blessure, chaque peur, chaque rêve. Et tu as découvert que la transparence est devenue une arme contre toi. Quel mensonge que cette idée qu'être authentique te protège toujours. La vérité nue. On t'a appris à t'exposer comme si la vulnérabilité était une vertu universelle. Mais personne ne t'a dit qu'il existe une différence brutale entre intimité et exposition, entre confiance et naïveté. Machiavel le savait il y a 500 ans. Il a murmuré une vérité qui fait encore mal aujourd'hui, qui se montre complètement, se livre complètement. Tu vis à une époque qui a transformé le surpartage en courage, où raconter sa douleur est devenu du capital social, où être vrai sur les réseaux sociaux vaut plus qu'être vrai avec soi-même. Et tu as acheté cette narrative, jusqu'à réaliser que tu saignais sur la place publique pendant que d'autres se cachaient derrière des masques parfaits. Pense à combien de fois tu as été trop honnête trop tôt. Combien de fois tu as révélé tes peurs à des gens qui les ont utilisées comme munitions. Combien de fois ta transparence est devenue transparence et tu es devenu invisible. Il y a quelque chose de viscéral dans cette douleur, n'est-ce pas? Cette sensation d'avoir été un livre ouvert dans une bibliothèque de gens qui ne savent que déchirer les pages. Machiavel ne parlait pas de froideur. Il parlait de survie émotionnelle. Il parlait de cette armure invisible que portent ceux qui ont compris que le monde n'est pas fait pour les cœurs nus. « Reste insaisissable », murmurait-il dans les couloirs du pouvoir. L'ombre protège. Tu as grandi en pensant que l'ombre était l'ennemi, que se cacher était de la lâcheté. Mais et si l'ombre était en fait ton refuge? Et si apprendre à doser tes vérités était la forme la plus mature d'amour-propre? Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la préservation. Regarde autour de toi. Les personnes les plus équilibrées que tu connais. Elles ne déballent pas leur vie entière au premier café. Elles ne transforment pas chaque émotion en story Instagram. Elles ont appris quelque chose que notre époque a oublié, que le mystère est magnétique, que la retenue est puissante, que savoir quand se taire est un art. Tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé de tout montrer. Tu n'es pas obligé de justifier ton silence. Aujourd'hui, nous allons explorer cette zone interdite de la psychologie humaine. Comment protéger ton essence sans devenir froid? Comment être authentique sans être transparent? Comment rester connecté aux autres sans te perdre dans leurs attentes? Parce que l'ombre dont parlait Machiavel, elle n'est pas là pour te cacher du monde. Elle est là pour protéger ce qu'il y a de plus précieux en toi. Et si tu es prêt à remettre en question tout ce qu'on t'a dit sur l'authenticité, continue à écouter. Machiavel n'était pas un monstre. Il était un homme brisé par la vérité. Quand il a écrit Le Prince, en 1513, il venait de perdre tout ce qu'il aimait. Sa carrière politique détruite, sa réputation en ruine, son idéalisme piétiné par la réalité brutale du pouvoir. Il a compris quelque chose que les philosophes avant lui refusaient d'admettre, que la bonté sans stratégie est un suicide lent. Il vaut mieux être craint qu'aimé, a-t-il écrit. Mais personne ne cite la suite. Si on ne peut pas être les deux. Tu vois, même dans sa froideur apparente, il y avait une blessure. L'intuition douloureuse que dans un monde imparfait, l'amour pur devient vulnérabilité pure. Et que la vulnérabilité, sans limite, devient destruction. Cette tension-là, entre qui tu es vraiment et qui tu dois paraître pour survivre, c'est le drame central de l'existence humaine. Machiavel a juste eu le courage de l'avouer. Nietzsche l'a repris un siècle plus tard avec sa notion de masque. Tout ce qui est profond aime le masque. Pas par hypocrisie, mais par nécessité. Parce que certaines vérités sont trop intenses pour être exposées crues. Parce que ton essence la plus pure a besoin de protection pour rester pure. Imagine un diamant. Sa beauté vient aussi de ses facettes, de ses angles, de ce qu'il révèle heurté, de ce qu'il cache selon la lumière. Si tu le broyais pour le rendre complètement transparent, il perdrait tout son éclat. Ton âme fonctionne pareil. La culture moderne t'a vendu l'illusion que l'authenticité était une performance, que plus tu te révélais, plus tu étais vrai. Mais l'authenticité, la vraie, c'est justement savoir quand et comment te révéler. C'est l'intelligence émotionnelle de la dosage. Les stoïciens parlaient d'ataraxie, cette paix intérieure qui vient quand tu arrêtes de dépendre de l'approbation externe. Marc Aurèle écrivait ses pensées les plus intimes.
mais dans un journal secret. Il savait que certaines vérités étaient trop précieuses pour être exposées aux regards qui ne sauront pas les honorer. Et toi? Combien de fois tu as jeté tes perles au pourceau, comme disait Jésus? Combien de fois tu as partagé tes révélations les plus profondes avec des gens qui ont répondu par un emoji ou un « Ah, ok ». Le paradoxe moderne, c'est qu'on confond intimité et exhibition. On pense qu'être proche de quelqu'un, c'est tout lui dire. Mais l'intimité vraie, c'est quand l'autre comprend ton silence, quand il respecte tes mystères, quand il n'exige pas de toi d'être un livre ouvert en permanence. Machiavel avait une formule géniale. Apparaître et être sont deux choses différentes. Il ne prônait pas la duplicité. Il prônait la sophistication émotionnelle. La capacité de choisir consciemment ce que tu montres, quand tu le montres et à qui tu le montres. Parce que ton intériorité, elle n'appartient qu'à toi. Et la partager, c'est un privilège que tu accordes. Pas un dû que le monde peut exiger. Cette résistance à la transparence totale, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'écologie émotionnelle. C'est préserver ton énergie pour ceux qui la méritent vraiment. 1793. Marie-Antoinette marche vers l'échafaud. Ses derniers mots ne furent pas une supplication, pas une confession, pas une justification de sa vie de privilège. Elle a simplement dit « Pardonnez-moi, monsieur », au bourreau dont elle venait de marcher sur le pied par accident. Même face à la mort, elle a gardé ses mystères intacts. Pendant des années, le peuple français avait exigé sa transparence. Il voulait qu'elle s'explique, qu'elle avoue ses erreurs, qu'elle se justifie, qu'elle révèle ses pensées, ses motivations, ses regrets. La foule réclamait non seulement sa tête, mais aussi son âme exposée. Elle a refusé, jusqu'au bout. Et tu sais quoi? Cette résistance à la confession publique, c'est peut-être ce qui lui a permis de mourir debout. Parce qu'il lui restait quelque chose que personne ne pouvait lui prendre. Son intériorité inviolée. L'histoire l'a jugée. Les livres l'ont disséqué. Les films l'ont fantasmé. Mais ce qu'elle pensait vraiment dans sa cellule de la conciergerie, ça c'est resté avec elle. Et il y a quelque chose de bouleversant dans cette résistance, non? Pense à tous les procès médiatiques d'aujourd'hui. Ces célébrités, ces politiques, ces gens ordinaires devenus viraux malgré eux, obligés de s'expliquer, de se justifier, de révéler leur trauma d'enfance pour attendrir l'opinion publique. Cette pornographie de la confession qui transforme chaque erreur en spectacle. Marie-Antoinette aurait pu jouer ce jeu. Elle aurait pu pleurer publiquement, révéler ses souffrances de mère, exposer les trahisons de la cour, expliquer comment une adolescente autrichienne s'était retrouvée piégée dans les fastes de Versailles. Elle a choisi le silence. Et ce silence, il résonne encore, 230 ans plus tard. Il y a une leçon terrifiante dans cette histoire. Quand tu donnes tout aux autres, tu ne leur donnes pas seulement tes secrets, tu leur donnes le pouvoir de te définir. Tu deviens la somme de leurs interprétations de ta transparence. Mais quand tu gardes une part de mystère, tu restes souverain de ton identité. La foule révolutionnaire voulait posséder Marie-Antoinette entièrement, comprendre sa psychologie, expliquer ses choix, démontrer sa culpabilité ou son innocence. Il voulait la transformer en cas d'étude, en symbole, en leçon morale. Elle leur a échappé. Dans la mort, oui, mais surtout dans le mystère. Et toi, combien de fois tu t'es laissé transformer en cas d'étude par des gens qui voulaient t'expliquer à toi-même? Qui réclamait tes explications comme si ton intériorité leur appartenait? Cette exigence moderne de transparence totale, elle n'est pas si différente de la soif de sang de la Révolution. Elle veut ta tête psychologique. Elle veut que tu t'ouvres jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de sacré en toi. Marie-Antoinette nous enseigne quelque chose de radical. Mourir avec ses secrets intacts vaut parfois mieux que vivre en étant complètement possédé par le regard des autres. Son silence final, c'était sa dernière victoire, sa dernière affirmation de dignité, son dernier non face à un monde qui exigeait qu'elle se dissolve entièrement dans leurs attentes. Et si ton silence aussi était une forme de résistance? Britney Spears, 2007, crâne rasé, parapluie à la main, frappant la voiture des paparazzi. Le monde entier a appelé ça une crise de nerfs. Moi, j'appelle ça une tentative désespérée de récupérer son mystère. Pendant des années, Britney avait été le parfait produit de la transparence forcée.
chaque relation disséquée, chaque émotion analysée, chaque erreur transformée en titre de magazine. Sa vie privée était devenue un bien public, son intériorité une marchandise. Et ce jour-là, en se rasant les cheveux, elle a essayé de récupérer quelque chose d'insaisissable, quelque chose qui lui appartenait encore. « Pourquoi vous voulez toucher mes cheveux ?» a-t-elle demandé au coiffeur qui refusait de les couper, parce qu'elle avait compris quelque chose de profond. Même son corps était devenu territoire public. Même ses cheveux appartenaient à l'image que les autres avaient d'elle. Se raser, c'était reprendre possession. Aujourd'hui, on comprend mieux. Britney était sous tutelle, contrôlée, exploitée. Mais à l'époque, les médias ont transformé sa rébellion en pathologie. Parce que c'est plus facile de psychiatriser quelqu'un que de reconnaître qu'il lutte pour sa souveraineté. Et toi, tu as déjà eu envie de tout raser dans ta vie? Pas tes cheveux, mais tout ce que les autres croient savoir de toi? Cette fatigue existentielle quand tu réalises que tu es devenu un personnage dans les histoires que les autres racontent sur toi. Quand ta propre famille pense te connaître mieux que tu ne te connais. Quand tes amis t'assignent un rôle et s'étonnent quand tu en sors. Britney nous a montré quelque chose de révolutionnaire, que parfois, la seule façon de récupérer ton authenticité, c'est de détruire l'image que les autres ont de toi. Même si ça fait mal, même si ça te fait passer pour fou. Son parapluie contre les paparazzis, c'était David contre Goliath. Une femme seule contre une machine médiatique qui s'était nourrie de sa transparence pendant 15 ans. Et regarde ce qui s'est passé après. Des années de silence, de mystères reconquis, de vie privée protégée, jusqu'à ce qu'elle soit prête à parler, à ses conditions, dans son livre, avec ses mots. C'est ça, la vraie leçon de Britney. Elle a appris que la transparence forcée est une forme de violence, et que se réapproprier son mystère, c'est se réapproprier sa liberté. Combien de gens autour de toi exigent ta transparence, comme si c'était leur dû? Ton ex qui veut comprendre pourquoi tu es parti. Tes parents qui réclament des explications sur tes choix. Tes collègues qui analysent chacune de tes réactions. Ils appellent ça de l'amour, de l'intérêt, de la communication saine. Mais parfois, c'est juste de la possession déguisée. Britney a eu le courage de dire non, de préférer être incomprise plutôt qu'entièrement possédée, de choisir le jugement plutôt que la dépossession. Et maintenant, quand elle parle, c'est puissant. Parce que c'est choisi, parce que ça vient d'elle, parce qu'elle a protégé assez de mystères pour avoir encore quelque chose d'authentique à révéler. Ton silence aussi peut être révolutionnaire. Ton mystère aussi peut être liberté. Il y a quelque chose qui se brise dans ton cerveau quand tu révèles trop. Les neurosciences l'appellent la fatigue de la divulgation. Ton cortex préfrontal, cette partie de toi qui gère les émotions et les décisions, s'épuise littéralement quand tu surpartages, comme un muscle qui a trop travaillé. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe, quelque chose d'archaïque. Quand tu révèles ton intériorité, ton cerveau primitif interprète ça comme une mise à nu face à un prédateur. Tes systèmes d'alarme se déclenchent. Ton corps se prépare soit à fuir, soit à se battre. Même si tu es juste en train de parler à ton meilleur ami. C'est pour ça que tu te sens vidé après une conversation trop intense. Ton système nerveux a mobilisé toute son énergie pour gérer cette menace de l'exposition. Et plus tu le fais, plus tu t'habitues à vivre en état d'hypervigilance. Tu deviens accro à cette adrénaline de la révélation. Tu confonds intensité et intimité, urgence et authenticité. Carl Jung avait un nom pour ça, l'inflation du persona. Quand tu t'identifies tellement au masque que tu montres aux autres que tu perds contact avec qui tu es vraiment. Mais il y a l'inverse aussi, la déflation du persona. Quand tu révèles tellement que tu n'as plus de masque du tout, plus de protection, plus de filtres. Et là, tu deviens perméable à tout, aux émotions des autres, à leurs jugements, à leurs attentes. Tu n'arrives plus à distinguer ce qui vient de toi et ce qui vient d'eux. C'est ça, le vrai danger de la surtransparence. Pas la manipulation des autres, mais la perte de tes frontières psychiques. Ton moi profond, ce que Jung appelait le soi, a besoin d'ombre pour se développer. Il a besoin de secrets, de mystères, d'espaces inviolés. Pas par narcissisme, mais par nécessité développementale. Pense à un jardin. Si tu exposes toutes les graines à la lumière directe,
elles brûlent. Elles ont besoin de terre, d'obscurité, de protection pour germer. Ton psychisme fonctionne pareil. Tes pensées les plus créatives, tes intuitions les plus profondes, tes rêves les plus audacieux, ils naissent dans l'ombre, dans le silence, dans ces espaces que tu ne partages avec personne. Et quand tu surpartages, tu pollues ces espaces. Tu introduis les voix des autres dans ton sanctuaire intérieur. Tu commences à penser avec leurs critères, à rêver avec leurs limites, à exister dans leurs catégories. Il y a une raison pour laquelle les grands mystiques se retiraient dans le désert. Pourquoi les artistes ont besoin de solitude? Pourquoi les génies semblent souvent distants? Ils protègent leur espace créatif. Ils préservent leur capacité à penser des pensées encore impensées. Ton cerveau a littéralement besoin de mystère pour fonctionner optimalement. La recherche montre que les gens qui gardent certains aspects d'eux-mêmes privés ont une meilleure estime de soi, moins d'anxiété et plus de créativité, parce qu'ils ont gardé un espace où ils peuvent être eux-mêmes, sans performance, sans adaptation, sans filtres sociaux. Cet espace, c'est ton laboratoire secret. C'est là que tu peux expérimenter qui tu pourrais devenir, tester des idées folles, ressentir des émotions interdites, rêver des rêves impossibles, mais seulement si tu le protèges, seulement si tu refuses de le transformer en contenu partageable. Regarde ce qui arrive quand une société entière perd son mystère. L'Allemagne de l'Est, 1975. La Stasi avait recruté un citoyen sur 3 comme informateur. Pas seulement des espions professionnels, des voisins, des amis, des amants, des gens ordinaires qui rapportaient les conversations privées, les blagues politiques, les doutes murmurés. Le résultat, une société de fantômes, des gens qui avaient tellement peur de révéler leurs vraies pensées qu'ils avaient fini par les oublier. Une transparence forcée qui avait créé la plus profonde des opacités, l'oubli de soi. Et aujourd'hui, on fait la même chose. Volontairement. Facebook, Instagram, TikTok. On livre nos pensées, nos émotions, nos moments intimes à des algorithmes qui les analysent, les catégorisent, les monétisent. On s'espionne nous-mêmes. On surveille nos propres réactions pour les transformer en contenu. La différence, c'est qu'on appelle ça partage au lieu d'espionnage. On appelle ça connexion au lieu de surveillance. On appelle ça authenticité au lieu de dépossession. Mais le résultat est le même. Une génération entière qui a perdu l'habitude du silence intérieur. Regarde les statistiques. Les taux d'anxiété explosent. La dépression chez les jeunes atteint des niveaux historiques. L'incapacité à être seul avec ses pensées devient pathologique. On appelle ça FOMO, peur de rater quelque chose. Mais c'est plus profond, c'est la peur d'exister sans témoin. Quand tout le monde surpartage, celui qui garde ses mystères devient suspect. Qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi il ne poste rien? Il a des problèmes? Comme si le silence était devenu un symptôme de maladie mentale. On a créé une culture où l'intimité est antisociale, où garder ses pensées pour soi est égoïste, où ne pas partager sa douleur est manquer de solidarité. Et les leaders dans tout ça, ils exploitent cette transparence collective. Ils récoltent nos données émotionnelles pour nous vendre des solutions à des problèmes qu'ils ont contribué à créer. Ils transforment notre vulnérabilité en profit. Parce que c'est ça, le paradoxe machiavélique moderne. Ceux qui prêchent la transparence sont ceux qui en profitent le plus. Zuckerberg ne partage pas sa vie privée. Bezos ne révèle pas ses stratégies. Musk contrôle méticuleusement son image publique. Il nous vend de la transparence tout en pratiquant l'opacité. Et nous, on devient des livres ouverts dans une bibliothèque tenue par des gens qui ne lisent que les passages qui les intéressent. Il y a quelque chose de totalitaire dans cette exigence de transparence, et généralisée. Pas le totalitarisme des dictatures, mais celui du consensus social, plus subtil, mais tout aussi efficace. Quand tout le monde doit tout dire, personne ne peut plus penser librement. Parce que penser, c'est risquer de penser des pensées incorrectes. Et si tu ne peux pas les garder secrètes, résultat, on ne pense plus, on réagit, on reproduit, on partage des opinions préfabriquées, on évite soigneusement tout ce qui pourrait nous rendre controversés. L'uniformité émotionnelle remplace la diversité psychologique. La conformité relationnelle remplace l'authenticité personnelle.
Et au bout du compte, cette société hyper transparente devient la plus opaque de toutes. Personne n'ose plus révéler ce qu'il pense vraiment. Le mystère n'est pas l'ennemi de la société. C'est ce qui la protège de l'uniformisation. Tu sais ce qui arrive quand tu n'as plus de jardin secret? Tu deviens étranger à toi-même. Cette sensation bizarre quand tu ne reconnais plus tes propres émotions. Quand tu ne sais plus si tu es triste parce que tu es triste ou parce que tu penses que tu devrais être triste. Quand tes sentiments deviennent des performances, même pour toi. Tu as déjà vécu ça? Cette dissociation étrange où tu t'observes vivre au lieu de vivre? Où tu analyses tes propres réactions comme si tu étais ton propre psychologue? C'est ça, le prix de la surtransparence. Tu finis par t'auto-surveiller en permanence. Tu deviens le Big Brother de ta propre existence. Et il y a cette fatigue particulière qui vient avec. Cet épuisement de jouer ta propre vie au lieu de la vivre. Parce que quand tu révèles tout, tu dois tout justifier, tout expliquer, tout rendre cohérent pour les autres. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas cohérent. Personne ne l'est. Tu peux aimer quelqu'un et avoir envie de fuir. Tu peux être fier de tes réussites et les détester secrètement. Tu peux prêcher l'amour et cultiver des rancunes. Tu peux être généreux publiquement et mesquin dans tes pensées privées. Ces contradictions, elles ne font pas de toi un hypocrite. Elles font de toi un humain. Mais quand tu vis sous l'exigence de transparence totale, tu dois réduire cette complexité. Tu dois choisir une version de toi qui soit présentable. Et petit à petit, tu commences à croire que cette version, c'est tout ce que tu es. Tu perds l'accès à tes zones d'ombre, à tes désirs inavouables, à tes pensées interdites, à toute cette richesse psychologique qui fait de toi un être tridimensionnel. Et paradoxalement, plus tu révèles, plus tu deviens mystérieux pour toi-même. Parce que tu t'es tellement habitué à te raconter aux autres que tu as oublié comment te parler à toi. Il y a cette solitude particulière qui vient avec l'exposition chronique. Cette sensation d'être entouré mais jamais vraiment accompagné. Parce que les gens réagissent à tes révélations, pas à ton essence. Ils aiment la version de toi que tu leur présentes. Ils compatissent avec tes drames. Ils applaudissent tes victoires. Mais toi, la personne qui existe quand personne ne regarde, elle reste invisible. Et au bout d'un moment, elle devient invisible même pour toi. Tu te retrouves à chercher qui tu es dans les réactions des autres, dans leurs commentaires, dans leurs likes, dans leurs conseils. Tu externalises ta boussole intérieure. Cette voix en toi qui sait naturellement ce qui est bon pour toi, elle s'affaiblit, remplacée par le bruit constant des opinions extérieures. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment, parce que tu as trop demandé aux autres ce qu'ils pensaient que tu devrais vouloir. Tu ne sais plus ce qui te fait plaisir, parce que tu as transformé chaque plaisir en contenu partageable. Tu ne sais plus qui tu aimes vraiment, parce que tu as expliqué tous tes sentiments jusqu'à les vider de leur mystère. Et un jour, tu te réveilles avec cette question terrifiante. Qui serais-je si personne ne me regardait? Et tu n'as plus de réponse. Parce que cette personne-là, tu l'as dissoute dans la transparence. Tu l'as diluée dans l'exposition. Tu l'as sacrifiée sur l'autel de l'authenticité performée. Mais elle est encore là, cachée, attendant que tu lui redonnes un espace d'existence. Un espace secret, inviolé, mystérieux. Voici ton premier acte de résistance. Ferme la bouche. Pas pour toujours, pas sur tout. Mais choisis consciemment quelque chose que tu ne diras pas aujourd'hui. Une émotion que tu garderas pour toi. Une pensée que tu ne transformeras pas en story Instagram. Commence petit. Garde le mystère sur ce que tu as mangé au petit déjeuner. Refuse d'expliquer pourquoi tu souris. Laisse tes collègues deviner ton humeur au lieu de leur servir un rapport détaillé de ton état mental. Et observe ce qui se passe dans ton corps quand tu fais ça. Il y aura de l'inconfort. Ton cerveau, habitué à tout externaliser, va paniquer. Il va te murmurer que tu es en train de devenir antisocial, que tu caches des choses importantes, que les gens vont penser que tu as des problèmes. Respire à travers cette anxiété. Elle passera. Et derrière elle, tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. La sensation d'exister pour toi-même. De posséder vraiment tes expériences au lieu de les prêter immédiatement aux autres. Deuxième pratique, cultive l'art de la réponse incomplète. Quand quelqu'un te demande « Comment ça va ?», résiste à l'envie de déballer ta journée entière. Dis « Ça va, merci » et arrête-toi là.
même si tu sens que l'autre attend plus. Même si le silence devient inconfortable. Ton intériorité n'est pas un service client. Tu n'es pas obligé de satisfaire la curiosité de tout le monde. Troisième pratique, réapprends à être seul avec tes pensées. Pose ton téléphone. Coupe les notifications. Assieds-toi en silence pendant 10 minutes. Sans musique, sans distraction. Juste toi et le chaos de ton esprit. Au début, ce sera insupportable. Ton cerveau va générer 1000 urgences pour t'éviter cette confrontation. Avec toi-même. Résiste. Cette agitation, c'est le sevrage de la stimulation constante. Mais petit à petit, tu vas retrouver cette voix intérieure que tu avais noyée dans le bruit extérieur. Cette guidance naturelle qui sait ce qui est bon pour toi. Cette créativité qui naît du silence. Quatrième pratique, mensonge par omission. Ne mens pas, mais ne dis pas tout non plus. Développe ta capacité à répondre aux questions sans révéler l'ensemble du tableau. À être honnête sans être transparent. J'ai passé une soirée tranquille, au lieu de détailler tes 3 heures de réflexion existentielle. Ça m'a fait réfléchir, au lieu d'expliquer exactement à quoi tu as pensé et pourquoi. Tu verras, les gens respectent plus le mystère que la surinformation. Cinquième pratique, protège tes vulnérabilités naissantes. Quand tu traverses quelque chose de difficile, résiste à l'envie d'en parler immédiatement. Garde cette expérience en incubation. Laisse-la se transformer en toi avant de la transformer en mots. Tes blessures fraîches ont besoin de temps pour cicatriser. Pas d'exposition immédiate qui les maintient ouvertes. Et la pratique la plus radicale. Apprends à dire « je préfère ne pas en parler ». Sans justification, sans excuse, sans promesse de le faire plus tard. Juste cette phrase simple qui revendique ton droit au silence. Au début, les gens seront surpris. Ils insisteront. Ils te feront culpabiliser. Ils interpréteront ton silence comme de la fermeture. Tiens bon, ton mystère n'est pas de la fermeture, c'est de la préservation. Et lentement, tu vas attirer des gens différents, des gens qui respectent tes frontières, qui n'exigent pas ta transparence pour t'aimer, qui comprennent que l'intimité vraie, ça se mérite. Imagine une société où le silence serait aussi valorisé que la parole, où dire « je ne veux pas en parler » serait respecté au lieu d'être interprété comme un dysfonctionnement, où garder ses pensées privées serait vu comme de la maturité, pas de l'égoïsme. Ça commencerait dans l'éducation. Au lieu d'apprendre aux enfants à exprimer leurs émotions, on leur apprendrait aussi à les protéger, à distinguer ce qui mérite d'être partagé de ce qui mérite d'être préservé. On enseignerait l'art de la dosage émotionnel comme on enseigne les mathématiques, parce que savoir gérer son intériorité, c'est aussi important que savoir gérer son argent. Dans les entreprises, on arrêterait de confondre transparence et performance. Ces réunions où tout le monde doit partager son état émotionnel. Ces team building qui violent l'intimité psychologique. Ces managers qui exigent de connaître la vie privée de leurs employés pour mieux les comprendre. On comprendrait enfin que l'efficacité professionnelle n'exige pas la nudité psychologique. Dans les relations, on réhabilitera le mystère comme ingrédient de l'attraction. Cette idée révolutionnaire que tu peux aimer quelqu'un sans tout savoir de lui. Que garder des jardins secrets, ça nourrit le désir au lieu de le tuer. Que l'intimité, ce n'est pas l'absence de mystère. C'est le privilège d'accéder à certains mystères. Pas tous, certains. Sur les réseaux sociaux, on créerait de nouveaux codes, des espaces dédiés au mystère. Des plateformes qui récompenseraient la retenue au lieu de l'exposition, où le nombre de choses que tu ne partages pas serait aussi valorisé que ce que tu partages. Imagine des journées du silence numérique officielles, où se déconnecter serait un acte civique, où préserver son intériorité serait considéré comme un geste écologique. Dans la santé mentale, on arrêterait de pathologiser l'introversion et la réserve. Ces thérapies qui poussent les gens à s'ouvrir, même quand ils ne sont pas prêts. Ces praticiens qui confondent guérison et confession. On comprendrait que parfois, guérir, c'est apprendre à garder certaines choses pour soi, à protéger ses blessures le temps qu'elles cicatrisent, à ne pas transformer chaque trauma en récit partageable. Politiquement, on défendrait le droit au mystère comme un droit fondamental. Dans un monde de surveillance généralisée, revendiquer son opacité devient un acte de résistance démocratique.
Parce que les sociétés totalitaires commencent toujours par exiger la transparence des citoyens. Si vous n'avez rien à cacher, mais avoir quelque chose à cacher, c'est avoir quelque chose à soi. C'est être libre. Et culturellement, on cessera d'idéaliser les personnalités authentiques qui déballent leur vie publiquement. On admirera plutôt ceux qui savent doser leurs révélations, qui maîtrisent l'art de l'apparition et de la disparition. Cette révolution du mystère, elle ne viendra pas d'en haut. Elle commencera par des individus qui décident de résister à l'injonction de transparence, qui choisissent consciemment de garder des zones d'ombre. Et petit à petit, cette résistance individuelle créera une nouvelle norme sociale, où l'intégrité ne sera plus mesurée à l'aune de l'exposition, mais à celle de la préservation, où être mystérieux ne sera plus suspect, mais sophistiqué, où le silence redeviendra ce qu'il a toujours été, le territoire de la liberté intérieure. Ferme les yeux une seconde. Imagine-toi dans 10 ans. Tu es en train de boire un café dans un endroit que tu aimes, seul. Et pour la première fois depuis longtemps, tu n'as envie de le dire à personne. Tu n'as pas envie de le photographier. Tu n'as pas envie d'expliquer ce que tu ressens. Tu savoures juste ce moment. Entièrement, sans témoin. Et tu réalises quelque chose de bouleversant. Tu existes encore quand personne ne te regarde. Tu es encore là, complet, mystérieux, même dans le silence absolu. Cette version de toi, elle t'attend. Elle attend que tu arrêtes de te dissoudre dans la transparence pour la laisser réémerger. Machiavel avait raison. L'ombre protège. Pas les autres de toi, mais toi des autres. Elle protège cette partie de toi qui ne doit appartenir qu'à toi. Cette essence qui se flétrit quand elle est trop exposée. Ton mystère n'est pas un défaut à corriger. C'est un trésor à préserver. Tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé de tout montrer. Tu n'es pas obligé de transformer chaque émotion en contenu, chaque pensée en conversation, chaque expérience en story. Tu peux juste être, exister, ressentir, sans rendre de compte à personne. Et cette liberté, elle commence maintenant. Avec la prochaine question qu'on va te poser et à laquelle tu vas répondre, je préfère ne pas en parler. Avec la prochaine émotion que tu vas garder pour toi, avec le prochain silence que tu vas honorer au lieu de le remplir, il va y avoir de la résistance. Les gens vont insister. Ils vont interpréter ton nouveau mystère comme de la froideur. Ils vont te faire culpabiliser de ne plus être un livre ouvert. Tiens bon, ton intériorité mérite cette protection, parce que l'intimité vraie ne naît pas de la transparence. Elle naît de la confiance. Et la confiance, ça se mérite. Ça ne se donne pas à tout le monde, tout le temps, surtout. Tes secrets ne font pas de toi quelqu'un de fermé. Ils font de toi quelqu'un de profond. Tes mystères ne te rendent pas inaccessible. Ils te rendent précieux. Et cette partie de toi que tu vas choisir de ne jamais révéler à personne, c'est peut-être la plus authentique de toutes. Alors commence doucement. Un silence à la fois. Un mystère à la fois. Une frontière à la fois. Réapprends l'art de l'apparition et de la disparition. De la révélation et de la rétention, de la présence et de l'absence. Redeviens insaisissable, pas par manipulation, pas par calcul, mais par amour de qui tu es vraiment, par respect pour cette complexité magnifique qui te constitue, par fidélité à cette part de toi qui ne peut survivre que dans l'ombre. Le monde va continuer à exiger ta transparence. Résiste. Ton mystère est ton territoire souverain, ta liberté dernière. Ton royaume secret, protège-le. Et si cette réflexion a réveillé quelque chose en toi, si elle t'a donné envie de reconquérir ton mystère, partage-la avec ceux qui en ont besoin. Parce que cette révolution silencieuse, elle se répand mystère par mystère, âme par âme. Laisse un like si tu es prêt à redevenir insaisissable. Et abonne-toi pour explorer d'autres territoires interdits de la psychologie humaine. Certaines vérités méritent d'être murmurées, d'autres gardées secrètes.